Pascal Ozannet, consultant en stratégie, management et mobilité. Beaucoup à la RATP, j'ai été directeur des RER, directeur du développement. J'ai aussi présidé la filiale digitale du groupe RATP, qui s'occupe de billeting, d'information voyageurs, de systèmes d'aide à l'exploitation. Et j'ai beaucoup travaillé sur le Grand Paris, puisque j'ai été amené à faire des rapports pour les gouvernements Fillon et Ayrault sur le Grand Paris, sachant qu'au préalable, j'avais dirigé la mission de préfiguration du Grand Paris. Auteur d'un livre, Les secrets du Grand Paris, dont l'édition enrichie vient d'être publiée. C'est un ouvrage qui présente une tentative de présentation du processus de décision publique sur un projet de 200 km de métro nouveau, c'est un doublement du réseau actuel. Quels ont été les acteurs, les moteurs, les rapports de force, la gestion du temps pour arriver à un projet qui au départ faisait 40-50 km quand la RATP avait lancé le projet métro ferrique. On en est aujourd'hui à 200 km, donc il y a eu des évolutions. Et donc ce livre, ayant été un peu au cœur du réacteur pendant un certain nombre d'années, permet d'expliquer quels ont été justement les éléments qui ont participé à faire évoluer le projet et arriver à ce qu'aujourd'hui, le Grand Paris, qui a été un projet initié par l'État, bénéficie aujourd'hui d'un ancrage territorial extrêmement fort. Hein, les maires, les territoires se sont appropriés le projet, ont participé évidemment au débat, à la définition du projet. Ils en sont aujourd'hui incontestablement les garants, puisque après 2 alternances politiques, le Grand Paris est toujours sur les rails, puisque à la fin de l'année, il y aura une vingtaine de tunneliers pour la réalisation de ce projet. Le désir d'habiter Paris, une ville sympa, beaucoup d'activités culturelles, beaucoup de convivialité, et aussi des problèmes à régler évidemment. Donc je suis actuellement depuis 7 ans dans le 10e, avant j'étais dans le 12e arrondissement, très heureux d'être parisien. Donc un mode de déplacement à pied finalement, À, quand on pi- est voisin. à pied, à vélo, en bus, tramway, métro, taxi, multimodal, en permanence, en fonction du périmètre, mais de plus en plus le vélo. Pour les déplacements courts, hein, dans Paris, le déplacement moyen, les enquêtes montrent que c'est 3,3 km les déplacements mécanisés moyens en moyenne. Donc il y a vraiment un périmètre d'intervention du vélo très, très très fort et c'est vraiment une très très bonne chose que le vélo se développe actuellement dans Paris. Dire qu'il y a de l'enthousiasme dans les déplacements, c'est mettre la barre peut-être un peu haut. Donc il y a quand même beaucoup de déplacements obligés, domicile-travail. Donc on n'a pas le choix, il faut prendre les transports en commun. Ce qui va bien, incontestablement, ce sont les transports collectifs dans Paris. Dans Paris intramuros, à l'heure de pointe, plus de 70% des déplacements mécanisés se font en transport collectif, bus, métro, tramway. Donc ça va plutôt bien. En Ile-de-France, quand on élargit, quand on franchit le périphérique, les déplacements banlieue-banlieue, par exemple, on descend à quasiment 20%. 20% de part modale pour les transports collectifs. Puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, mais bon, les transports collectifs ont aussi une pertinence qui est moindre quand la densité urbaine est plus faible, ce qui est le cas en grande couronne. Il est clair que quand on fait une comparaison internationale, on regarde l'accessibilité en transport collectif dans Paris, on est dans le top, une des meilleures villes dans le monde, enfin en Europe incontestablement. Quand on élargit au-delà du périphérique, on devient assez vite dans la moyenne, petit moyen même quand même, parce que là il y a vraiment une insuffisante desserte en infrastructure de transport dès qu'on franchit le périphérique en proche couronne et en grande couronne, d'où l'importance, l'intérêt du Grand Paris, les 200 km de métro, qui eux seront essentiellement sur la petite couronne, avec les 68 gares. Il y aura bien sûr à Paris, mais l'essentiel c'est en petite couronne, et qui va permettre de répondre à cette demande de déplacement banlieue-banlieue avec la rocade, la ligne 15, qui sera mise en service à l'horizon de 2025 si les choses se passent bien. Enfin un peu plus tard, pour la totalité de la ligne 2030, c'est l'échéance du Grand Paris. Je ne crois pas à la saturation.
il y a souvent plus de trafic qu'on attendait, mais pas forcément à l'heure de pointe, qui a tendance à s'écraser un petit peu dans la journée. Pas suffisamment, on y reviendra peut-être tout au long de cet échange, mais le Grand Paris répond à une demande de déplacement banlieue-banlieue, de dessert des différents pôles d'activité économique culturelle de la région capitale. N'oublions pas non plus que cette rocade, la ligne 15, sera aussi une forte contribution à désaturer le réseau central, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de déplacements banlieue-banlieue passent par Paris, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc pour désaturer le métro, et aujourd'hui, un des gros enjeux, un des gros problèmes, c'est la saturation des réseaux dans la zone centrale. Et le Grand Paris, avec sa rocade, la ligne 15, participe à désaturer. Je prends un exemple, la ligne 13, qui est l'exemple même de la ligne saturée. Il y a quelques années, on avait fait des simulations, des enquêtes, et on s'était rendu compte que 20% des utilisateurs de la ligne 13 faisaient du banlieue-banlieue. Et que s'il y avait la rocade, pas le cas, la ligne 13 ne sera pas saturée. Et donc, vous voyez, donc le Grand Paris, c'est pas uniquement les questions de déplacement, il faut voir aussi tous les effets induits des 200 km de métro, des 68 gares. Et donc, l'un aussi des enjeux du Grand Paris, ça c'est l'acte 2, parce que actuellement, bon, les tunneliers sont en marche, on travaille sur le Grand Paris, donc l'horizon 2030, je le disais à l'instant, mais l'acte 2, c'est de se poser la question, autour des 68 gares, comment on va gérer, on va réguler les déplacements. Et là, je pense que l'espace urbain étant un enjeu majeur aujourd'hui à Paris, mais aussi autour des gares, en milieu urbain dense. Donc l'organisation de la multimodalité, non pas avec des parkings de rabattement comme on le faisait dans le temps, voiture, transport en commun, je pense que ça c'est vraiment ancien monde. Il faut revoir ce concept-là, mais beaucoup plus travailler avec les modes doux, les vélos, sur des pistes sécurisées, évidemment, des pistes cyclables, les trottinettes, les modes doux, qui sont faiblement consommateurs d'espace. Les études montrent que par mètre linéaire, on sait qu'en vélo, on consomme 4 à 5 fois moins d'espace que la voiture, hein, avec la pollution en moins. Et on va même plus vite maintenant à Paris, enfin dans les déplacements courts, à vélo qu'en voiture. Comme disait le chanteur Jodassin, à vélo dans Paris, on dépasse les autos, précurseurs. Ça, c'est un enjeu très très fort, c'est l'acte 2 du Grand Paris. La promesse initiale, telle qu'elle a été définie dans les années 2010, c'était rééquilibrage Est-Ouest, clairement. Lutte contre la fracture territoriale, hein, c'est la ligne qui passe par Aulnay, Clichy-sous-Bois, Chelles. C'est aussi densité autour de gares, donc lutte contre l'étalement urbain. Lutte contre la fracture territoriale, je viens d'en parler, et la création de logements, hein, mixité sociale. Et aujourd'hui, la question qui est vraiment posée, c'est que maintenant que le métro, initié par l'État, avec l'ancrage territorial, est en route, qu'est-ce qui va se passer autour des gares? Est-ce que la promesse va être au rendez-vous? Ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui majeur, qui renvoie à la question de la gouvernance. Quelle instance de régulation va permettre justement que cette promesse soit au rendez-vous. Alors, il y a des études qui ont été faites, hein, notamment par la PUR, la Société du Grand Paris, Grand Paris Aménagement, enfin, c'est donc d'organismes, qui montrent qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais que la promesse n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, comme on est quand même maintenant au début du chemin, il faut vraiment se poser la question, quelle gouvernance? Est-ce que l'État n'a pas encore un rôle de régulateur à jouer? La région, il y a différentes institutions qui peuvent intervenir. Il faut vraiment se poser la question parce que les territoires ont une gare, mais est-ce qu'on laisse, je veux dire, aux maires, aux territoires, la libre, je suis un peu provocateur, quoi, mais la libre administration de tout ce qui va se faire autour de la gare? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des contreparties en termes d'aménagement du territoire? C'est la région capitale. Donc là, il y a vraiment une question de réflexion qui touche à la gouvernance, évidemment, pour travailler sur un schéma en co-construction avec les territoires, évidemment, toujours les territoires en co-construction, mais un rôle régulateur. Je pense que l'État, c'est la région capitale, doit encore jouer un rôle. Quand on a fait le schéma directeur du temps de Delouvoyer, des villes nouvelles, l'État a zadé à tour de bras. Enfin, c'était considérable. Donc l'État, alors on va pas revenir à l'époque, maintenant on est à l'étape de la décentralisation, donc on parle de décentralisation.
Mais je pense que l'État a encore un rôle à jouer très important pour que la promesse du Grand Paris soit vraiment au rendez-vous. Les transports de surface n'auront pas la même capacité, hein. Il y a un problème de gestion de flux. Il y a une question de vitesse aussi. Je ne dis pas qu'il faut absolument... la vitesse va tout régler, non. Mais soyons toujours multicritères dans la façon d'appréhender les choses. Il y a une question de flux. Pour transporter, comme ça sera le cas dans le sud de la ligne 15 du Grand Paris, plus de 30 000 voyageurs à l'heure de pointe par sens, il n'y a qu'un métro qui pourra répondre à cette demande-là. Donc la question du métro répond à une demande, à un niveau de trafic. Il peut y avoir sur d'autres secteurs des débats sur la question. Bon, ça a été tranché, hein. L'idée de basculer en tramway, donc là, la question a été posée à Saclay. Donc finalement, à la fois l'État, la région, les collectivités ont décidé en co-construction de travailler sur un métro léger. Hein, il y a métro, mais il y a métro et métro. Il y a un métro voilà, quand on regarde le métro parisien, donc hein, il va jusqu'à 90 mètres. Puis il y a aussi le gabarit, la largeur. Enfin tout ça, c'est pas entrer trop dans les éléments techniques. Mais il y a métro léger et métro lourd. Voilà. Donc, je pense dans certains territoires, et c'est ce qui a été fait, hein, puisque le travail sur le Grand Paris a permis de revoir les dimensionnements, hein, et donc les dimensionnements ne sont pas uniformes. C'est-à-dire qu'il y a des métros longs et des métros courts, plus courts, mais avec plus de fréquence. Hein. Pour le voyageur, ce qui est important, c'est l'accessibilité, c'est la fréquence. Et donc, il vaut mieux avoir des métros courts, légers, qui passent souvent qu'un grand métro qui passe tous les quarts d'heure à l'heure de pointe. Ce métro participera à la désaturation de la zone dense et il répondra à une demande très forte de déplacement banlieue-banlieue avec la ligne 15. Il permettra aussi, par sa contribution à la lutte contre la fracture territoriale, à élargir considérablement, hein, les chiffres ont été donnés, l'accessibilité aux emplois, à la formation, à la culture de territoires qui sont des politiques de la ville, qui sont aujourd'hui excentrés, qui ne peuvent pas accéder à Paris dans des temps trop courts. Donc là, avec le Grand Paris, ils vont pouvoir élargir leur capacité de trouver un travail. Et ça, c'est quand même un élément très important, hein, et vraiment une vraie participation à la lutte contre la fracture territoriale. Alors, l'État est présent sur le Grand Paris. L'État a été à l'initiative du Grand Paris et ensuite s'est engagé une démarche de co-construction, hein, donc avec la région. Hein, au final, il y a eu un accord, hein, c'était en janvier 2011, entre l'État et la région et tous les départements. Il y avait unanimité sur des collectivités territoriales et de l'État sur le projet. Donc l'État a été à l'initiative, il joue un rôle. Ça, c'est pour le Grand Paris. Mais d'abord, sur le Grand Paris, le rôle de l'État ensuite l'État va se retirer, puisque lorsque l'infrastructure sera terminée, donc l'horizon 2030, c'est ce qui est prévu. Hein, mais déjà même avant, lorsque l'infrastructure sera terminée, les opérateurs vont être choisis après une mise en compétition, une mise en concurrence, et là c'est la région qui prend la main. C'est-à-dire que l'État se retire. Donc progressivement, je dirais dès 2025, dès les premières mises en service, peut-être 24 si les choses vont bien, l'État va commencer à se retirer, et il se retirera définitivement du Grand Paris. Hein, après, son rôle sera limité à payer la dette par la fiscalité spécifique francilienne qui a été créée par la loi du Grand Paris en juin 2010. Mais pour le reste des transports, c'est la région qui pilote avec les territoires, puisque bon, les départements sont représentés au conseil d'administration d'IDFM. Donc la région, elle est présente. La question qui est posée aujourd'hui, puisque la question porte sur la gouvernance, c'est si, pour la zone dense, en gros la métropole, la question de faire évoluer la gouvernance pour les modes de transport de surface mérite à mon avis d'être posée. Je le disais tout à l'heure, l'espace urbain est un enjeu. La gestion, la régulation de l'espace urbain, les mairies ont la compétence sur la voirie. Alors, la voirie au sens large, la voirie, le trottoir, les espaces verts, etc. C'est une compétence qui est communale, donc très décentralisée. Et aujourd'hui, c'est certainement une bonne chose que
d'une même main au niveau de la gouvernance une institution, qui pourrait être la métropole du Grand Paris, pilote à la fois donc les modes de surface, les bus, les tramways, les vélos, la gestion des vélos, la régulation des vélos, des trottinettes. Enfin, je pense qu'il y a un avenir pour les trottinettes. Bon, il y a un problème aujourd'hui de batterie, d'environnement, enfin, qui est posé, mais la technologie doit pouvoir évoluer. Je pense qu'on va trouver les solutions. Déjà, il y a eu de gros progrès qui ont été faits dans ce domaine-là. Ce sont des modes de transport, le vélo, trottinette, hein, et puis d'autres aussi, les gyros, enfin, un certain nombre de choses de cette nature, qui sont faiblement consommateurs d'espace. Et la question aujourd'hui est bien posée de travailler l'interface entre les deux, la régulation entre les deux. Et ça, c'est quand même mieux que la collectivité politique qui a la responsabilité de l'espace urbain gère l'ensemble des modes de transport de surface. Je pense que là, il y a une piste sur laquelle il faut réfléchir. Avec une implication pour inciter à utiliser les bons modes au bon moment. Prenons un exemple. Puis utilisons les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle. Une piste cyclable qui longe la ligne 13. Il fait beau temps. Pourquoi l'utilisateur la ligne est saturée sur la ligne 13, on est à l'heure de pointe. Pourquoi l'utilisateur des transports collectifs va payer, on est à l'heure de pointe, donc un taux extrêmement faible. La moyenne, je crois, c'est 27% de coûts supportés par les voyageurs en moyenne. Mais à l'heure de pointe, comme le coût de l'heure de pointe est très élevé, on est largement en dessous de 20%, peut-être de 15% du prix de revient, et que l'utilisateur d'un free floating, en vélo par exemple, va payer 100%. Je pense qu'une réflexion portant sur la mutualisation des financements, avec une plateforme numérique, on fait un espèce de pass Navigo élargi à l'ensemble des modes de transport, avec des tarifications différenciées pour inciter les utilisateurs à prendre tel ou tel mode de transport selon l'heure de la journée. Pourquoi on paye? C'est un grand enjeu aussi en économie des transports que d'essayer, comme pour l'électricité, hein, de faire utiliser les transports collectifs plutôt aux heures creuses. L'heure de pointe a un coût. Comment faire pour étaler l'heure de pointe? Alors il y a le télétravail, il y a des tas de possibilités bien évidemment. Et quand il n'y a pas possibilité de télétravail, mais qu'il faut absolument se déplacer et que le déplacement est court, favorisons le vélo, la trottinette, sur des espaces sécurisés évidemment avec les pistes cyclables. Oui, c'est certainement un des éléments de l'acte 2 du Grand Paris. Il faut absolument travailler à la multimodalité autour des gares en privilégiant le mode de transport qui sera le plus efficient. À l'exception peut-être de quelques gares qui sont vraiment excentrées où un parking de rabattement peut se justifier. Je crois que pour l'essentiel des gares, il faut travailler la multimodalité avec les modes doux. Hein, je veux dire, pour les déplacements courts, quelqu'un qui habite faut prendre des exemples, hein, quelqu'un qui habite à 1 km, 1 km et demi, 2 km, même un peu plus avec le vélo électrique, maintenant la portée des déplacements est en augmentation. Je crois qu'il faut plutôt favoriser les modes doux pour se rabattre vers les gares plutôt que la voiture. Hein, si on va générer de la pollution, de la saturation routière autour des gares, et c'est vraiment pas l'objectif. Donc vraiment travailler sur la multimodalité, c'est-à-dire qu'il faut travailler à la sécurisation des vélos, donc qu'on puisse en toute tranquillité laisser son vélo à la gare, donc avoir les espaces, les pistes cyclables pour arriver à la gare. Il y a aussi d'autres modes, la marche à pied aussi. Et puis voilà, donc sur la multimodalité, ça intègre aussi sans doute des éléments de tarification. Hein, il faut aussi travailler la tarification pour inciter. Hein, donc il faut inciter les franciliens à utiliser des modes doux pour se rabattre sur les gares, hein, y compris par une tarification. Faut pas que ce soit une punition, hein, au contraire. Hein, c'est bon pour la santé le vélo, mais en même temps il faut faciliter les choses, à la fois sécuriser, mais également peut-être quand les gens utilisent du free floating, là aussi au niveau de la tarification, d'où l'intérêt de la mutualisation des financements. Hein, je veux dire, pour favoriser ce report modal de la voiture. Un des enjeux aujourd'hui, avec le développement des modes doux comme le vélo et la trottinette, hein, qui se développent beaucoup, hein, c'est comment on va susciter un transfert modal, non pas des transports en commun vers le vélo, sauf à l'heure de pointe, comme je le disais tout à l'heure, mais un transfert modal de la voiture vers le vélo. Voilà, et garder aussi l'élément marche à pied, qui est un élément aussi très, très important dans une ville apaisée, conviviale. C'est d'autant plus agréable de se balader à pied quand il y a des vélos plutôt que des voitures, à entendre le bruit des klaxons.
il faut une approche véritablement systémique. Hein. Il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions. Il y a tout d'abord la régénération du réseau ferré. Donc là, il y a déjà des efforts ont été faits déjà il y a une dizaine d'années, donc il faut intensifier cet effort pour régénérer l'infrastructure, qu'elle soit à niveau, de qualité. Bon, ça concerne essentiellement le réseau transilien. Hein, donc là, on le sait. Hein, hein, et donc là, je sais qu'il faut qu'IDFM vraiment s'implique auprès de Réseau Ferré de France pour que les objectifs en termes de régénération soient atteints. Hein, avec des niveaux significatifs, sans en faire trop, parce que sinon le réseau est complètement paralysé, donc on ne peut pas faire que des travaux. Donc, mais voilà, il faut vraiment aller à l'optimum pour cette régénération. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi le matériel roulant, donc la rénovation du matériel roulant, des matériels plus performants, beaucoup plus fiables, plus neufs. Donc là, voilà, c'est important hein, d'intensifier tout le travail qui a été fait. Beaucoup a déjà été fait sur ces 10 dernières années. Je pense qu'il faut véritablement intensifier ces questions-là. Mais n'oublions pas que, dans le même temps, les causes d'irrégularité liées à l'infrastructure et le matériel roulant, c'est de l'ordre de 15%, 20%, enfin, c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que le reste, ce sont des éléments externes, des signaux d'alarme tirés de façon intempestive. Et il y a deux éléments sur la régularité. Moi, je me souviens, j'ai été directeur des RER, et je m'étais rendu compte à un moment donné qu'avec moins d'incidents, il n'y avait plus d'irrégularités. Donc ça étonne évidemment. Tout simplement parce que le temps de résolution des incidents avait augmenté. Et donc ça relève du management, ça relève de l'organisation du travail. Et donc il faut trouver un système qui soit incitatif pour améliorer le management, l'organisation du travail, pour améliorer la régularité. Et donc on avait fait des calculs sans investissement. Je dis pas qu'il faut pas investir, hein, mais sans investissement d'infrastructures, matériel roulant, etc. Par un meilleur management, une meilleure organisation du travail, on pouvait améliorer la régularité de 3 à 5 points. C'est énorme. Et donc ce qui renvoie aussi à la contractualisation. Vous savez que dans IDFM a un contrat avec les différents opérateurs de transport, et donc il y a des bonus-malus hein, sur la qualité de service. Sur la qualité de service, voilà, au sens large, il y a la régularité, il y a la propreté, il y a l'information voyageur, il y a beaucoup d'items hein, sur la qualité de service. Et donc le système de bonus-malus, ça avait été identifié quand même assez faible. Il y a quelques années, c'était au total, entre 1,5 et 2% des recettes voyageurs. Enfin, c'est ridicule. Donc je pense qu'il faut augmenter cette contractualisation au niveau des bonus-malus. Il faut être beaucoup plus incitatif. Il faut que l'autorité organisatrice soit beaucoup plus incitatif. Alors il faut voir quel chiffre il faut atteindre, peut-être 10%. Hein, 10% de bonus-malus en cas d'échec ou de réussite, par rapport aux recettes voyageurs. Ça c'est un enjeu important et ça c'est tout le rôle de la responsabilité politique d'IDFM qui contractualise sur des objectifs clairs, bien identifiés et qui incite l'exploitant à sa propre responsabilité, parce qu'il a sa responsabilité. Il y a effectivement les investissements qui sont nécessaires, ça qui résulte de la collectivité publique, mais l'exploitant doit avoir sa responsabilité. Je crois que dans la démarche de contractualisation, il faut bien cibler la responsabilité des exploitants hein, avec ce système de contractualisation qui, à mon avis, devrait être renforcé sur les indicateurs de qualité de service. Idée à challenger avec la concurrence. Beaucoup disent on va tout régler par la concurrence. Alors libéralisons, ça va baisser les coûts, les entreprises vont être de moins en moins rentables, ça va finir par poser un certain nombre de problèmes, c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui. Est-ce que par la contractualisation, on ne peut pas essayer déjà d'améliorer significativement les choses sur une meilleure responsabilisation des opérateurs de transport ? Il y a plutôt de la convergence, on l'a bien vu avec l'interopérabilité de la ligne B. Il y a une réflexion qui est engagée aussi pour la ligne A du RER. Donc on voit bien que ce sont des entreprises avec des cultures qui sont différentes, mais il y a quand même une base, c'est la culture ferroviaire. La sécurité ferroviaire fait partie de l'ADN des salariés, des dirigeants de la RATP et de la SNCF. Donc il y a des bases communes qui sont effectivement très importantes. Il y a des conditions d'exploitation qui ne sont pas les mêmes non plus. Hein, entre un RER, un métro et puis un Transilien, c'est pas pareil, c'est pas la même façon de travailler. Ce sont pas non plus les mêmes salariés. Hein, donc il faut savoir que à la RATP, finir conducteur de RER, c'est une progression.
Donc à la SNCF, la gestion est différente. C'est plutôt quand on pilote un TGV qu'on est au summum. Donc ce sont des cultures différentes. Il y a des processus de déroulement de carrière qui sont différents. Mais bon, il y a une volonté de service public qui est partagée par les deux entreprises, par l'ensemble des salariés, par les directions d'entreprise, vers une amélioration perpétuelle, bien évidemment. Oui. Là, il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'automatisation. Alors, les métros. Donc, la RATP a fait l'automatisation de la ligne 1, sans aucun mouvement social, hein, donc tout ceci a été très très bien traité socialement. Maintenant, il y a la ligne 4 hein, qui est engagée. Bon, le métro du Grand Paris est, lui, 100% automatique. Attention à ce que dans quelques années, on n'ait pas deux niveaux de métro, quoi. Un métro top niveau, le Grand Paris, et puis un niveau, le métro ancien. Donc là, il faut vraiment anticiper pour que les deux se rapprochent. Donc il faut que le Grand Paris tire le métro classique vers le haut. Et je pense qu'il faut aller plus vite sur l'automatisation. Hein, on ne va pas assez vite. L'automatisation de la ligne 11 était dans les deux programmes, d'ailleurs, en 2015, de gauche et de la droite. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense que, par exemple, prenons cet exemple, la ligne 11, c'est une petite ligne Châtelet-Lilas qui va être une grande ligne. Dans le monde, donc c'est une nouvelle ligne, hein, puisqu'on va augmenter la capacité, le nombre de trains, le nombre de wagons par train, donc ce qui suppose des travaux d'infrastructure dans le centre de Paris. Hein. Mais aujourd'hui, dans le monde, on ne fait plus une nouvelle ligne de métro qui ne soit pas automatique. Donc je pense que là, il y a eu un loupé quelque part. Hein. Et je pense qu'il faut aller plus vite. Hein. Il faut maintenant, la ligne 13, il faut travailler sur un programme d'automatisation de la ligne 13. Hein. Je veux dire, on l'a bien vu au moment du Covid, je veux dire, mais on le voit tous les jours. La régularité d'un métro automatique est bien plus élevée qu'un métro automatique. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc il faut développer, intensifier l'automatisation des métros. Je pense qu'il faut aussi engager une démarche différente sur les RER, hein, en faisant des systèmes automatiques, comme on le fait dans le tronçon central de la ligne A, donc qui s'est ensuite généralisé. Hein, donc sans doute qu'il faut encore garder un conducteur, mais il faut challenger la question. La question de l'automatisation de la ligne B, par exemple, sans conducteur, est une question qui a été expertisée et pour laquelle la faisabilité technique a apporté une réponse positive. Donc il faut se poser la question. Mais c'est sûr que socialement, culturellement, ça pose un certain nombre de problèmes et sans doute que ça doit aussi expliquer le rythme qui, à mon avis, n'est pas assez rapide. Je crois que s'il y a une volonté politique forte d'aller vers l'automatisation des métros, plus forte, on doit être au rendez-vous de cet enjeu. Oui, la loi le rend obligatoire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le nouveau et l'ancien. Donc tout ce qui est extension, tout ce qui est nouveau, là, de fait, c'est accessibilité à 100%. Bon, on sait que pour l'ancien, donc c'est plus compliqué, ça suscite des investissements qui sont très 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 lourds. Donc on essaie de trouver des systèmes, je dirais, qui puissent se substituer, hein, avec un accompagnement personnel, humanisé, beaucoup plus. Ça suppose aussi que tous les équipements mécaniques, escaliers mécaniques, ascenseurs fonctionnent bien, qu'il y ait un taux de disponibilité de 100%. Hein, et qu'il y ait aussi une information, parce que bon, une panne peut arriver, un incident technique peut arriver, ça fait partie des choses de la vie, donc voilà, le 100% de régularité, enfin, n'existe pas, enfin, il y a forcément des moments, mais il faut par les applications numériques, par des informations voyageurs particulièrement performantes, que les personnes qui sont en situation de handicap pour se déplacer puissent être informées immédiatement, c'est pas la peine qu'ils se pointent, je veux dire, à la station de métro et qu'elle ait trouvé l'ascenseur en panne, il vaut mieux être informé avant, il permettrait de prendre un itinéraire différent. Alors, je pense qu'il y a une réflexion avec les nouvelles technologies qui offrent des possibilités quand même assez très importantes, en périphérie. En périphérie, où il n'y a pas une forte densité urbaine, un mode de transport lourd n'a pas sa pertinence. On va mettre un bus, mais avec des fréquences qui ne vont pas être extraordinaires. Donc pour optimiser donc les coûts et puis les avantages, hein, donc on va tirer d'une meilleure accessibilité, d'un meilleur système de transport. Je pense que l'organisation de navettes en bout de ligne de RER, enfin quand on arrive en périphérie, avec un système pool. Un système pool, c'est ce qui existe par exemple sur Uber. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont monter dans le taxi, mais on vous garantit
un temps d'accès. C'est-à-dire que vous arrivez à la gare du RER, donc sur une application numérique, vous expliquez là où vous allez vous rendre, et donc vous avez une garantie d'être au lieu où vous voulez vous rendre dans 20 minutes, par exemple. Bon, ces 20 minutes, on vous garantit 20 minutes, mais par contre, avec les algorithmes, on peut parfaitement organiser un parcours qui va déposer d'autres voyageurs à d'autres endroits. Et je pense que là, il y a vraiment un périmètre d'intervention, d'investigation, je pense, pour les collectivités publiques. Et on peut sensiblement, je pense, améliorer à un coût plutôt faible l'accessibilité, le service rendu aux voyageurs en périphérie à certaines heures de la journée, en particulier le soir, où là il n'y a pas énormément de trafic, mais voilà, des navettes avec un système pool, grâce à des algorithmes spécifiques, c'est tout à fait possible. Il faut évidemment qu'il y ait la volonté politique de le faire. Ça, c'est un grand sujet qui avait été évoqué au moment du Grand Paris, parce que le fret, bon, à l'heure de pointe, c'est pas possible, dans la journée, c'est pas possible, mais c'est vrai que la question est posée de savoir si on pouvait le faire la nuit. Sauf que la nuit, le métro travaille. C'est toute la régénération des voies, enfin, il y a tout un travail qui est fait la nuit et qui fait que le métro n'est pas, le métro n'est pas accessible, n'est pas utilisable pour faire du transport de fret. C'est la raison pour laquelle ça n'a jamais été, ça a été discuté, débattu, mais la proposition n'a jamais abouti sur cette question-là. C'est pas forcément une question de, oui, parce que ça pourrait être pendant 1 heure au début, 1 heure à la fin, enfin, à des moments creux. Honnêtement, je pense que le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Donc en termes de méthode, c'est bien de mettre un peu de tension sur les opérateurs, qu'ils expliquent pourquoi c'est pas possible. Il y a des moments de la soirée, dans la nuit, où ça sera vraiment pas possible, il y a des tronçons où ça sera vraiment pas possible. Mais avec une prévision dans l'ensemble sur l'année, un plan de charge sur l'ensemble de l'année, voir s'il n'y a pas peut-être des petits créneaux où c'est possible, ça mérite d'être regardé incontestablement. Sur la qualité de service dans les espaces, dans les espaces, dans le train, mettre au cœur de la stratégie une idée simple. Comment transformer le temps contraint du voyage en temps utile. Voilà, ça me paraît un enjeu important. C'est-à-dire qu'il faut que le métro et les espaces soient connectés, qu'il y ait de la Wi-Fi dans les gares. Il faut qu'il y ait la 4G dans le métro. Enfin, vraiment, qu'on y arrive dans les trains, voilà, qu'on développe. Parce que regardez dans les métros, dans les trains, les gens sont tout le temps connectés sur leur portable. Donc voilà, donc quand on a une bonne information voyageur, par exemple, d'une irrégularité, un incident, hop, on est prévenu. C'est pas la peine d'aller se pointer, pas être informé, puis d'attendre un quart d'heure. En plus, le temps ressenti est très long. Quand on attend, le temps ressenti est très long. Les enquêtes montrent en gros 30% de plus. Donc, voilà, on demande à quelqu'un qui attend, vous avez attendu combien de temps? J'ai une demi-heure. Non, il a attendu 15 minutes. Voilà, donc, mais voilà, le temps ressenti est très long. Donc, participer à rendre le temps contraint en temps utile. Ça me paraît important, par l'information voyageur, plus de fréquences aussi, parce qu'on parlait d'automatisation, l'automatisation permet aussi davantage de fréquences, donc avoir une place assise. J'ai une place assise, je vais pouvoir envoyer un SMS à mes gamins, à la famille, aux professionnels, je peux pouvoir faire des mails, on peut faire des choses. Voilà, on peut lire aussi, voilà, c'est toujours utile. Bon, on est debout, bon, on va écouter de la musique, enfin, ça va être plus compliqué de faire ces mails quand on est debout. Mais donc, donner de l'information là où il y a des places assises sur un train, parce qu'on sait très bien que la répartition, elle n'est pas uniforme. Donc, donner de l'information, ça commence à se faire avec les applications d'ailleurs. Donc, on a beaucoup progressé. L'idée, voilà, il faut que ça soit aussi un temps agréable. Donc, la propreté, la sécurité. Ça, c'est des gros enjeux, des gros enjeux de propreté, sécurité. Les enquêtes d'opinion le montrent. Le sentiment d'insécurité parfois est important. Le ressenti est beaucoup plus élevé que la réalité. Mais il y a des problèmes, comme en surface, bon, évidemment. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut travailler de façon importante. Transformer le temps contraint en temps utile me paraît vraiment un bel enjeu pour une autorité politique. Oui, de présence humaine, mais surtout de pouvoir être connecté, avoir une information tout de suite. Donc pas forcément de voir les gens, mais on peut les téléphoner, on appuie sur un bouton, quelqu'un répond, quelqu'un peut venir tout de suite.
Il y a un problème, il faut que quelqu'un vienne tout de suite. Alors, beaucoup de choses ont été faites, les entreprises sont très impliquées pour la présence, pour le service attentionné. Déjà, beaucoup de choses sont faites par la SNCF et la RATP. Il ne faut pas baisser la garde sur ces questions-là. Ça renvoie aussi à l'intérêt du travail pour les salariés de ces entreprises. On ne peut pas demander à des salariés d'être présents dans un espace et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Franchement, le boulot, alors ça va être vachement sympa quand il y aura beaucoup de problèmes. Sinon, le temps devient un peu long. Donc il faut travailler à la polyvalence. Donc ça, il faut croiser les approches entre l'attente du voyageur d'une présence humaine, évidemment, et puis l'approche de l'enrichissement par le travail, par la polyvalence, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui fassent plusieurs activités, qui ne soient pas mono-activités. Donc ça, c'est un gros enjeu. C'est un enjeu de travail, d'organisation du travail dans les entreprises de transport. Mais oui, il faut de la présence humaine, il faut rassurer le voyageur, bien évidemment.